Les employés de services d'urgence font face quotidiennement à des événements à haut risque et ils n'hésitent pas à agir en amont de certaines situations pour rétablir l'ordre, limiter les dommages matériels et sauver des vies. On demande à ces policiers, à ces pompiers ou encore à ces paramédics d'être empathiques, d'avoir une bonne maîtrise de soi, un esprit d'équipe et un équilibre émotif. Mais nos attentes envers ces employés sont-elles justifiées ou au contraire, sont-elles trop élevées? Est-ce que les employés de services d'urgence, vu la nature de leur travail, sont plus à risque que la population en général de développer à un moment ou à un autre de leur vie un état de stress post-traumatique? Et si c'est le cas, est-ce que les ressources disponibles pour leur venir en aide sont adéquates et surtout connues? Vous verrez qu'à travers les témoignages de certains employés et l'avis de plusieurs experts, certains événements peuvent avoir un impact considérable sur la vie professionnelle, mais aussi personnelle de plusieurs employés. Le sergent Daniel Thibodeau, par exemple, travaillait en 2002 comme patrouilleur dans le secteur de Vaudreuil-Soulanges. C'est en répondant à un appel d'urgence avec son partenaire que sa vie a changé lorsqu'ils ont perdu la maîtrise de leur autopatrouille sur la route 338 à Coteau-du-Lac. Je me souviens comme c'était hier. C'était autour de 22h30, moi et mon coéquipier. Nous étions en patrouille sur la relève de soir et on reçoit un appel pour une urgence à Saint-Lazare. J'étais en prise d'appel avec notre centrale, le répartiteur, pour en savoir un peu plus sur la nature de l'appel. Puis, nos gyrophares étaient en fonction, on se déplaçait quand même assez rapidement, étant donné que c'était une urgence. Puis on rencontre 3 véhicules qui nous précèdent, qu'on a dû dépasser, puis en dépassant, le premier conducteur n'a pas aperçu nos gyrophares ni notre sirène, puis il a tourné à gauche. En le faisant, il nous coupe le chemin. Et donc il y a un premier impact qui est survenu. C'est à peu près tout ce que je me souviens. Je me souviens qu'on a frôlé la portière du conducteur. Puis à la suite, on a eu une perte de contrôle. On s'est trouvé à quitter la chaussée puis à percuter le plus gros arbre dans le comté. L'impact était de mon côté et ça a cogné très très fort. Ça m'a fait projeter dans les airs. En fait, j'ai cogné contre le plafond de l'habitacle et je suis redescendu sur le bloc moteur parce que le bloc moteur est rentré complètement dans l'habitacle. C'est ce que les autres me racontent, que l'auto a pris en feu par la suite et mes collègues, mon partenaire conscient, légèrement blessé, a pu sortir du véhicule, chercher un extincteur de l'autre véhicule qui nous suivait, puis ils m'ont retiré de l'auto-patrouille. Et en le faisant, ils m'ont sauvé la vie. Le soir même, le vendredi, ils m'ont soigné pour une fracture de la hanche, la plus importante. J'avais un traumatisme crânien assez important. En gros, j'ai subi 17 fractures de la tête aux pieds. Sylvain Plourde a quant à lui été victime d'un accident de travail il y a 20 ans, alors qu'il combattait un important incendie sur la rue Roy à Montréal. En tout, 3 pompiers ont été blessés dans ce seul événement, mais les blessures de Sylvain Plourde ont eu de lourdes conséquences sur son travail. J'ai eu un accident en 1992. On répondait à un feu de bâtiment de 3 étages. Une partie du toit a cédé, je suis tombé en bas. Dans l'incident, j'ai perdu connaissance, ce qui a pour effet un peu de diminuer l'impact sur le traumatisme direct. Par contre, j'ai quand même développé à ce moment-là une certaine crainte des hauteurs. Le temps de reprendre le service, de remonter au toit, de monter dans les hauteurs et d'entendre un bruit de craquement, être pas sûr si ça va. On développe une nervosité, une anxiété, une certaine anxiété. Ça se place avec le temps. Dans mon cas, ça s'est placé avec le temps. Le paramédic d'expérience Jean-Marie Dufresne était en congé de paternité le matin du 13 septembre 2006.
Il donnait toutefois une formation de réanimation aux employés du Collège des médecins au centre-ville de Montréal lorsque Kim Virgil a ouvert le feu sur des étudiants au Collège d'Austin, situé juste en face. Sans hésitation, il a risqué sa vie pour se rendre sur place et venir en aide aux victimes. J'étais en pause repas, je donnais un cours de RCR ce matin-là. Puis pendant mon dîner, il y a eu une espèce de, je vais appeler ça un bum rush, là, vraiment là, une foule de personnes qui sont rentrées d'un coup dans le Plaza Alexandre. J'ai vu un véhicule de police, j'ai eu un faux sens de sécurité. Donc sur la route, sur l'ambulance, quand la police est là, techniquement, pour les paramédics, c'est sécuritaire de procéder. Dans ce cas-ci, il y avait un véhicule. Moi, j'ai vu 2 corps inanimés par terre, une grosse mare de sang. Pour moi, dans ma tête, 1 et 1 ont fait 2 immédiatement. C'était clair dans ma tête, c'est un gunshot. Il y avait de quoi qui allait pas. Puis bon, en voyant le véhicule de police, j'ai dit « tout bad, j'y vais pareil ». Jonathan Boulet travaillait comme patrouilleur pour le SPVM depuis 6 ans lorsqu'il a répondu à un appel de routine dans le quartier Côte-Saint-Luc de Montréal. Un drame familial venait de s'y dérouler et l'événement a transformé sa vie. On est arrivé, c'est lieu peut-être 30 secondes après que l'appel est sorti. Puis on a vu la mère là, sur le balcon, elle était en pleurs, elle criait, elle était au téléphone avec le 911. Fait que moi, mon partenaire, on est monté en haut. En montant en haut, on voyait dans le cadrage de porte de la petite, on la voyait dans son lit là, qui était inerte, elle ne bougeait pas. C'était assez spécial. On est monté en haut, au 2e étage. On a fait le tour vite des autres chambres pour voir s'il n'y aurait pas... si son frère ne serait pas là, parce que dans l'appel, ça dit que c'est son frère qui l'avait tué. Puis on s'est rendu quand même assez rapidement dans la chambre de la petite. C'est là qu'on a réalisé vraiment l'impact de l'événement qu'il y avait eu. La fille était poignardée là, à 90 reprises, à coups de marteau puis de couteau au niveau du visage. On est sorti de la chambre. On s'est dirigé dans la chambre du frère pour voir s'il était là. On a trouvé les armes, les couteaux qui étaient placés sur un bureau, avec du sang sur les couteaux, puis des cheveux de la même couleur que la jeune fille. On a fait le tour de sa chambre, il n'était pas là. On est descendu au sol parce qu'il y avait des traces de sang sur le cadrage de porte. On s'est dit qu'il était peut-être au sol. On voyait qu'il y avait un peu du sang partout. Là. Il s'était dirigé dans le sol, il avait été pas loin de la laveuse à linge. Probablement qu'il avait essayé de dissimuler le meurtre ou je ne sais pas, il avait essayé de laver son linge, je ne sais pas trop. Puis finalement, on a fait le tour un peu partout, puis on ne l'a pas retrouvé. Il a fallu que le médecin des urgences santé vienne constater le décès de la fille. C'était pas une mort évidente à ce moment-là. On savait qu'elle était décédée, j'y avais touché, elle était froide, sauf que ça prenait l'approbation du médecin pour dire qu'elle était vraiment décédée. Donc ça prenait un policier qui avait déjà été sur la scène pour retourner en haut avec le médecin. Fait que c'est moi qui ai été désigné. À ce moment-là, j'étais tellement content d'y aller parce qu'on voit très rarement des scènes comme ça. Puis je me suis dit, gars, je vais pouvoir voir comme du monde comment c'était. Sur le premier coup, j'étais sur l'adrénaline. Fait que je me suis dit, j'ai manqué peut-être des éléments. Fait que là, je vais pouvoir voir bien comme du monde, c'était quoi la scène. Puis ça piquait ma curiosité. Puis j'avais le goût d'y retourner. Fait que c'est ça. Je suis retourné avec la médecin légiste en haut. Puis rendu en haut, c'est vraiment là que j'ai vraiment réalisé c'était quoi la scène. C'était pas comme la première fois. La première fois, je voyais vite les détails, mais la deuxième fois, elle m'a comme tout expliqué le déroulement de la scène. Ça a duré peut-être 4-5 minutes, puis moi, c'est comme si j'assistais dans le fond à la scène. C'est peut-être pour ça que ça m'a plus marqué que certaines personnes sur mon groupe. Au début, je mettais ça sur la faute des médicaments. Hein? Non. Je n'étais pas traumatisé de la route, là. Ben non, voyons donc. J'étais une police, là. Invincible. Selon certaines études, de 8 à 10 % de la population en général souffrirait à un moment ou à un autre de leur vie d'un stress post-traumatique. Même si les employés de services d'urgence sont continuellement exposés à des événements à haut risque ou à des actes fréquents de violence, ils ne seraient pas nécessairement plus touchés par le stress post-traumatique. L'important toutefois, c'est d'être en mesure, peu importe l'événement, de pouvoir en reconnaître les symptômes. Pour parler d'un état de stress post-traumatique, d'abord, ça prend un événement traumatique. Donc, ça prend un événement qui a menacé notre intégrité physique ou notre vie,
ou on peut aussi avoir été témoin d'un tel événement chez une autre personne. Et on doit aussi avoir réagi à cet événement-là avec des émotions, que ce soit de la peur intense, de l'horreur, un sentiment d'impuissance. Et suite à ça, on va développer des symptômes qui se recoupent dans 3 catégories. Et ces symptômes-là doivent perdurer pendant au moins 1 mois. Si ça devient chronique, le stress post-traumatique, le simple passage du temps ne facilitera pas la rémission et ne va pas garantir une rémission. Il faut vraiment consulter. Les symptômes sont variables d'une personne à l'autre et les conséquences d'un stress post-traumatique peuvent avoir des répercussions tout au long d'une vie. Des symptômes de reviviscence, des comportements d'évitement ou un état d'alerte constant peuvent être observés. Bien entendu, l'horreur, la peur et certaines douleurs peuvent demeurer chroniques si le stress post-traumatique n'est pas traité. Douleur constante, manque de sommeil. Ta vie a changé, là, c'est sûr. Je suis pas la même personne. Puis tous ceux qui m'ont connu avant, puis tous ceux qui me connaissent aujourd'hui, vous diraient que non, je suis pas la même personne totalement. Ça a complètement bouleversé ma vie, c'est sûr. Je dormais plus. Puis à longue, ça a eu des effets, des conséquences. Court terme, c'était des pertes de mémoire. Difficulté à me souvenir des dates, jusqu'à des noms des personnes. Un peu désorganisé dans mes pensées. Des périodes d'angoisse assez aiguës, des crises de panique. Mais au début, je mettais ça sur la faute des médicaments. Hein? Non, je n'étais pas traumatisé de la route. Là. Mais non, voyons donc, je suis une police, là, invincible. Et ces choses-là nous rattrapent. C'est ça qui est arrivé parce que, avec le temps, ça a changé mes relations interpersonnelles avec ma famille, avec mes amis. Je m'étais détaché totalement de mes amis, je ne prenais plus contact. Avec mes enfants, j'étais vraiment impatient. Mais la douleur, ça joue beaucoup là-dessus aussi. Et ça a changé beaucoup la relation que j'avais avec eux. Avec tous ceux qui m'étaient chers, j'ai fait un mur de béton entre nous. Et des fois, c'est irréparable. On ne regarde pas l'événement de la même façon, on visualise autrement. Et ça va aller plus loin que ça pour d'autres personnes qui vont les vivre différemment. De là à avoir perte d'appétit, problème de sommeil, et on peut en nommer plusieurs. Il y a des stigmates qui vont rester et qui vont demeurer à toute personne ayant subi un traumatisme parce que, dans mon cas, il y a des blessures qui font en sorte que j'ai une limitation. C'est normal en vieillissant, mais quand ça prend une ampleur d'une proportion plus grande, quand tu es dans la fleur de l'âge, ça vient un peu perturber ton quotidien. Donc, tu vas toujours ressentir cet effet-là du traumatisme malgré toi. Jean-Marie Dufresne n'a pas développé de stress post-traumatique à la suite de la fusillade survenue au collège Dawson. Il a toutefois réalisé l'ampleur de l'événement à son retour à la maison. Quand j'ai vu ma femme et ma fille, l'adrénaline est partie de 100 à, je vais dire, 50. Okay. Et puis, je pense que j'ai eu un petit breakdown là, à ce moment-là, parce que ma fille était là, elle n'avait que 3 semaines. Fait que, tout petit bébé, ma femme aussi, qui au départ, elle, était un peu contente aussi pour moi que je vive un événement de genre, jusqu'au moment où elle allume la télé puis qu'elle voit aux nouvelles que c'est parce qu'il y a peut-être 2 tireurs, il y a peut-être 3 tireurs, puis on s'entend aux nouvelles, c'est pas toujours exact sur le point, donc quand on parle de 3 tireurs, 4 tireurs, bien, ici à la maison, je peux pas dire qu'il y avait une certaine panique, mais il y avait une certaine inquiétude pour que je revienne à la maison, ça c'est clair. Jonathan Boulet n'a toutefois pas eu la même chance et rapidement, il a développé des symptômes associés au stress post-traumatique. Je suis revenu chez nous près vers 1h du matin. Ma copine, elle dormait. Je l'ai réveillée vite. J'ai expliqué en gros c'était quoi l'événement. Je ne voulais pas trop embarquer dans les détails et la bouleverser, ça dormait déjà. Puis je me suis très bien endormi sur le coup. Puis je sais pas, j'étais encore un peu sur l'adrénaline, puis le stress a comme tombé chez nous, puis je me suis endormi tout de suite. Mais environ 2-3 heures plus tard, vers 3-4 heures du matin, là, je me suis réveillé en sursaut. J'ai fait un cauchemar relié à cet événement-là. Puis à partir de ce moment-là, de ces 3-4 heures du matin-là, j'ai pu redormir pendant une semaine consécutive. Là.
Dans la vie, je suis pas une personne qui a peur de rien. Ben, pas que j'ai peur de rien, mais je veux dire, je suis quelqu'un qui est tout le temps le premier en avant à foncer. J'ai peur, j'ai pratiquement peur de rien, puis je vais affronter n'importe quoi, n'importe qui. Quand je suis en police, j'ai pas peur. Sauf que je sais pas pourquoi, il y a comme un déclic dans mon cerveau qui s'est fait suite à cet événement-là. Quand j'étais chez nous, j'avais tout le temps peur que je me fasse attaquer. J'avais beaucoup... les symptômes, c'était ça. Dans le fond, j'avais peur de me faire attaquer pendant que je dormais, surtout, parce que j'étais vulnérable. Les yeux fermés, je dors, j'entendrai peut-être pas si quelqu'un va arriver, je vais peut-être me faire attaquer comme elle s'était fait attaquer dans son lit. Donc les symptômes, j'en avais beaucoup. Là. Même 2 ans, quasiment jour pour jour après l'événement, j'étais encore... je suis pas capable de m'endormir tout seul le soir, fait que je suis pas complètement passé à travers. Juste pour vous montrer comment ça a de l'impact là, sur une vie. Là. 2 ans après, ça s'est pas passé encore, fait que c'est pas évident. Je me souviens qu'un moment donné, j'avais été voir un show humoristique, peut-être un mois après l'événement. Puis en plein milieu du show, j'ai un flashback. J'ai vu la petite fille dans son lit. En plus des symptômes traditionnels, plusieurs victimes de stress post-traumatique doivent composer avec l'apparition de retours en arrière, de flashbacks plus ou moins fréquents. J'avais beaucoup de flashbacks reliés à l'événement. Ça arrivait n'importe quand. C'était pas juste le soir ou le matin quand je me levais ou avant de me coucher. C'était n'importe quand. Je me souviens qu'un moment donné, j'avais été voir un show humoristique, peut-être un mois après l'événement. Puis en plein milieu du show, j'ai un flashback. J'ai vu la petite fille dans son lit. Puis, tu sais, pourtant, un show humoristique, c'est vraiment loin d'être relié à une affaire négative. Là. Fait que c'est ça, ça arrivait n'importe quand. Je n'avais beaucoup. C'était soit quand je montais dans des escaliers, ça me faisait penser à ça. Vu que dans l'événement, j'étais monté au 2e étage, je vois un lit, je la voyais tout le temps dans son lit, la petite fille. Je voyais des couteaux, une photo de famille. Je me souviens que j'avais vu une photo de famille dans la maison de la famille. Puis toutes les fois que je voyais une photo de famille, ça me faisait penser à ça. Les flashbacks, je voyais ça vraiment négativement, parce que ça monopolise tes pensées. T'es plus vraiment dans le game. Et ça peut être déclenché par des choses vraiment banales. Un son, une odeur, une clarté, des petits éléments qui vont le déclencher. Et ça te plonge totalement tu revis des bouts de l'événement comme tel. Daniel Thibodeau se souvient d'ailleurs d'une soirée à l'automne 2003 où un de ses flashbacks est apparu lors d'une intervention policière. On est intervenu pour une personne en crise qu'on a dû escorter les services ambulanciers à l'hôpital parce que la personne était hystérique. Et là, par mesure de sécurité, on place un policier à bord de l'ambulance au cas où ils ont besoin de contrôler la personne davantage. Fait que la façon que j'étais placé dans l'ambulance, j'étais assis sur une chaise, la civière était comme devant moi, la personne était plutôt calme, ça allait bien, mais j'étais face à l'arrière de l'ambulance. En même sens qu'un patient qui est strappé dans la civière. Et là, sur notre chemin, il y a des sirènes qui partent. Il y a des choses, des objets à l'intérieur de l'habitacle qui brassent, ça cogne, ça... Puis il y a une odeur dans une ambulance, de désinfectant, des choses comme ça. Puis tout ça, ces éléments réunis tous ensemble, ça m'a plongé dans un flashback de mon transport vers Valleyfield, justement là où on s'en allait avec notre patient. Et je devais être blanc comme un drap. Chaque personne réagit différemment aux événements. Plusieurs spécialistes s'entendent toutefois sur des types d'événements plus difficiles à vivre pour les employés de services d'urgence, et ces événements sont plus propices au développement d'un stress post-traumatique. Les événements où il y a des enfants, la violence familiale, par exemple, la violence conjugale, d'autres types d'interventions, les suicides, par exemple, par mutilation, qui peuvent arriver occasionnellement. Souvent, ça va venir chercher sur les employés. Les bébés, c'est encore plus fréquent. Là, ça vient plus les marquer, indépendamment de leur âge. En général, ça va être soit une intervention où les ambulanciers ont eu une situation qui était déstabilisante pour eux, soit que l'événement concernait la mort d'un jeune enfant. Ça a toujours un gros impact.
auprès du personnel, soit que l'intervention faite par les employés s'est mal déroulée ou il y a eu des événements là, qui ont pu les déstabiliser. Il faut toutefois savoir que les gens se sélectionnent dans ce genre de métier. S'ils ne peuvent jamais être prêts psychologiquement à faire face à des événements dramatiques, ils sont formés, entraînés et préparés à exercer leur métier. C'est certainement des gens qui choisissent d'être en aide à leurs proches. Hein? C'est un rôle où, que tu sois policier, que tu sois pompier, que tu sois ambulancier, infirmière, tu es dans un rôle où tu acceptes pour ta profession de consacrer ton quotidien à aider quelqu'un. Donc, nécessairement, tu as une prédisposition à l'autre qui doit être importante. Que ce soit un pompier, une personne qui veut devenir pompier, policier, soldat ou des corps de métier du genre, a déjà une idée dans quel univers il veut s'en aller. Ce qui fait qu'il va avoir des épisodes plus traumatisants que d'autres, je crois, c'est surtout l'accumulation de certaines choses qui sont propres à l'individu, son bagage personnel, son expérience personnelle, ses facultés personnelles qu'il va explorer au cours de son travail, parce que c'est quelque chose, lorsqu'on sort de l'école, c'est une chose, mais lorsqu'on acquiert cette expérience-là, c'est au fil du temps ou au fur et à mesure qu'on retrouve un petit peu nos capacités et on les affine. De par la nature de leur travail, les attentes de la population envers les policiers, les pompiers et les paramédics sont très élevées. C'est une réalité avec laquelle ils doivent composer, mais dans certaines situations, cette pression sociale peut s'avérer être un obstacle, surtout lorsque vient le temps d'avouer ses difficultés personnelles ou professionnelles. Bien, il y a toute une désirabilité sociale autour du policier, dans le sens qu'on aime qu'il soit fort, on aime qu'il soit des héros, on aime qu'il soit capable de nous protéger, dans le fond. Et en même temps, il y a une désirabilité sociale aussi à l'interne, c'est-à-dire que quand on a un partenaire, on aime bien qu'on puisse compter dessus, donc on doit mettre les émotions de côté, hein, garder le contrôle, garder la sécurité du partenaire. Il y a toute une désirabilité sociale qui amène la personne, quand elle prend son rôle de policier, à être beaucoup plus stoïque, beaucoup plus un peu plus froid, un peu plus analytique, etc. Mais c'est une profession, un rôle qui se donne pendant leur travail. Et ça, cette dimension-là, c'est les attentes du public. On demande à un policier qu'il soit capable de faire face, mais c'est les attentes entre eux aussi. On est associé un petit peu, les pompiers, un peu comme la police ou l'armée, on est associé à de la performance. Hein? On doit compter les uns sur les autres. Et juste de ce fait-là, c'est pas évident d'aller se dénoncer soi-même, d'avoir une fragilité et d'en parler ouvertement. Alors, il y a une pression sociale, il y a une pression par les pairs, il y a des attentes sociales face à ces gens-là. Ils doivent être forts, ils doivent protéger, ils doivent être premiers répondants, ils doivent avoir les solutions, ils doivent être ceux qui assurent le bon ordre. La police, c'est fort. La police, c'est celle qui défend. La police, c'est celle qui va régler les problèmes. Alors, de se retrouver de l'autre côté, ça prend je dirais que ça prend une dose d'humilité, mais ça prend aussi une certaine caution de la part des pairs pour dire oui, c'est OK, puis oui, ça peut arriver. Oui, les mentalités changent, mais il faut continuer à le dire pour s'assurer que c'est pas seulement sur le plan théorique, mais que c'est aussi là, sur le plan pratique. Ça a énormément évolué, puis nos techniques et le soutien qu'on a maintenant pour aider à passer ces événements-là, c'est quelque chose qu'on doit être fier. En plus de voir les attentes de la population être de plus en plus exigeantes envers leur travail et leurs interventions, les employés de services d'urgence qui ont souffert d'un stress post-traumatique doivent composer avec les conséquences de ce trauma et adapter leur méthode de travail. À la suite de ce que j'ai vécu, tout événement majeur dont j'ai assisté m'a marqué.
Et je m'explique, c'est que un niveau de carapace que j'avais développé au fil des années n'était plus là. Avec l'incident, ça m'a changé et ça m'a... J'avais un peu plus de difficulté à ne pas être sensible à ce que les gens vivaient. Pas être inefficace, j'étais aussi efficace, même plus efficace parfois, mais je ne pouvais pas fermer le switch à la fin d'une relève puis dire bon, quel événement, je me souviens pas. Et des événements majeurs, j'en ai vu beaucoup trop même. C'est cumulatif. Okay? Sans être psychologue, je peux dire que c'est une éponge okay, qu'on a. On va puis on essaie de faire notre mieux pour améliorer la vie des gens puis la situation dont ils vivent, les crises. On intervient rarement dans les meilleurs moments des gens, c'est tout le temps dans le pire. C'est cumulatif, ça. C'est comme une éponge. Puis à un moment donné, tu peux juste rincer l'éponge tant de fois avant qu'il faut que tu changes. Ça laisse un résidu. Et avec le temps, j'étais moins habile à nettoyer l'éponge puis passer à d'autres choses. C'est sûr qu'au travail, j'étais un peu nerveux de revoir un mort ou pas nécessairement voir une scène comme j'ai vu. Parce que probablement que j'en verrai pas d'autres dans ma carrière, parce que c'est très rare de voir ça. Sauf que juste le fait de voir un mort, j'appréhendais beaucoup ce moment-là. J'en ai vu d'autres depuis l'événement. Je n'ai pas vu énormément, j'étais chanceux, là, mais ça, c'est quelque chose qui me stressait beaucoup au travail, d'en revoir d'autres personnes décédées. Finalement, ça s'est quand même bien passé. Sinon, au travail, ça s'est quand même bien passé. Je dirais plus qu'il y a un côté positif à ça, c'est que surtout au niveau des victimes, là, on dirait que je comprends plus les victimes là, quand ils vivent des événements traumatisants ou suite à une violence conjugale, la femme, là, je vais comme prendre plus le temps de... On dirait que je la comprends plus. Comparativement à avant, c'est que j'en voyais tellement, t'en vois tous les jours des victimes de peu importe la situation. Puis on dirait que tu es comme moins compréhensif, puis OK, là, c'est fini, on s'en va chez nous, puis l'appel est terminé. Mais on dirait que là, je prends plus le temps, puis je me mets plus dans leur peau, puis je comprends plus qu'est-ce qu'ils vivent en ce moment. Fait que j'y réfère plus facilement, puis je vais prendre plus le temps de jaser avec eux, puis je les comprends plus qu'avant. Si plusieurs arrivent à traiter le stress post-traumatique en consultant, par exemple, encore trop d'employés se tournent plutôt vers une automédicamentation et des problèmes plus graves de dépendance peuvent survenir. Le centre de thérapie CASA se spécialise d'ailleurs dans le traitement du stress post-traumatique des employés qui ont porté l'uniforme. En grande partie, ce sont des militaires, des policiers, des pompiers ou des paramédics. Le centre offre également des thérapies pour traiter les problèmes de toxicomanie et de dépendance que peuvent rencontrer ces employés. Ce ne sont pas toutes les personnes qui vont développer une dépendance, mais quelqu'un qui est souffrant et qui a des mémoires, ou qui a des souvenirs qui reviennent souvent, il y a des rêves, il y a des pensées qui sont intrusives, il y a des odeurs qui les dérangent, ils vont sursauter, ils deviennent un peu hyper vigilants, ou beaucoup vigilants. Alors, le fait de prendre une substance psychoactive, ça permet de relâcher. Alors, ce relâchement-là, je veux dire, il est bien compréhensible. Quand on est très stressé, ça permet d'anesthésier pendant un moment. Malheureusement, il y a certaines personnes qui vont développer une accoutumance, voire même une dépendance. C'est arrivé à plusieurs reprises que je sortais avec mes amis où j'allais prendre une bière, puis c'était le seul moment où j'étais capable de dormir, puis tu te couches le soir, tu fais comme « OK, là, j'ai plus rien à penser, j'ai pas ces images-là dans ma tête ». Avec l'alcool, on dirait que ça s'en va tout seul. J'aurais pu facilement tomber alcoolique, là. Ça aurait été tellement facile là, de se dire « là, je suis tanné là, de vaincre mes peurs, de tout le temps dormir comme ça, puis tout le temps travailler pour être capable de m'endormir. » Ça aurait été tellement facile de prendre 5-6 bières tous les soirs, puis t'oublies ça. Puis, sauf que toutes les fois que je prenais de l'alcool, mettons, avant de m'endormir, ça arrive souvent, c'était plus un hasard que par volonté. Je me réveillais au milieu de la nuit, puis le problème est encore là. Ça l'aide pas. Là. Quelqu'un qui a une consommation d'alcool, bien, quand il a consommé, il y a une désinhibition. Il peut avoir un effet dépresseur dépendamment de ce qu'il a pris, que ce soit drogue ou alcool. Et là, ça peut entraîner cette situation difficile qu'il vivait comme étant décuplée par les effets de l'alcool ou les effets de la drogue et faire en sorte que, en plus de décupler les effets le sentiment de détresse, en plus que ce que ça fait, ça enlève les inhibitions, ça enlève cette espèce de filtre rationnel qui fait « ben non, je peux pas faire ça », et ça peut faire commettre des gestes. Les employés qui vivent des problèmes personnels ou un stress constant sont également susceptibles de rencontrer des difficultés professionnelles.
Les gens qui vont vivre des stress personnels, du genre un divorce, des difficultés financières, quelqu'un qui sort d'une dépression ou quelqu'un qui est extrêmement, ne gère pas son stress comme il faut au quotidien, est débordé, épuisé, fatigué, il arrive un événement majeur, elle est plus fragile. Cette personne-là est plus fragile pour absorber l'événement, l'impact de l'événement. Malheureusement, en plus d'un changement de comportement ou de problèmes de dépendance, le stress post-traumatique peut sembler insurmontable pour certaines personnes et être à l'origine de pensées suicidaires. C'est d'ailleurs une problématique qui inquiète plusieurs spécialistes qui travaillent auprès de ces employés de services d'urgence. Il ne faut pas oublier que ces gens-là, en général, ils ont accès à un moyen. Si on parle des policiers, ils ont accès à un moyen, et ils ont accès à un moyen très près d'eux, ils le portent sur eux. Ambulanciers peut-être un peu moins, mais quand même ils peuvent avoir accès à une certaine médication. Ils ont accès à des éléments qui peuvent, dans un moment de détresse et d'impulsivité, rendre le passage à l'acte beaucoup plus rapide et donc donner moins de temps pour intervenir. Malgré tout, les mentalités évoluent de plus en plus dans ces milieux. Les barrières tombent et certains sujets sont de moins en moins tabous. Ça a beaucoup évolué, beaucoup évolué. J'ai 22 ans de service maintenant. Il y a 22 ans, c'était un peu plus macho, absolument. Ça a énormément évolué. Puis nos techniques et le soutien qu'on a maintenant pour aider à passer ces événements-là, c'est quelque chose qu'on doit être fier. Je pense qu'on a fait beaucoup de chemin là-dessus. Les rencontres avec psychologues de débriefing après incident de trauma sont obligatoires. Elles sont très rapides. Dans l'immédiat, je dirais que quand je vis des situations stressantes, c'est bon, d'abord et avant tout avec mon partenaire que je vais en jaser. Partenaire, collègue de travail, superviseur. En second lieu, c'est rendu à la maison. Puis en troisième lieu, mon réseau personnel de soutien à moi, mes amis, ma famille et compagnie font en sorte que ça permet encore une fois de faire le vide. Il y a un policier qui répondait aux appels d'urgence, qui avait vécu le suicide d'une personne en direct. Alors, la personne avait appelé, demandé de l'aide, était en train de compléter sa tentative et malheureusement, elle s'est suicidée. Et je vous dis comment les mentalités ont évolué. À l'époque, on lui avait dit, bien, va fumer une cigarette, puis tu reviendras finir ton chiffre après. On ne parle pas d'il y a 50 ans, on ne parle pas d'il y a 30 ans, hein? On parle de peut-être 10, 15 ans. C'était une époque où on se disait, bien, va prendre un petit peu d'air, puis après ça, tu reviendras, tu vas être correct. Non. Le paramédic qui a déjà une attitude, je dirais, hautaine ou arrogante, peu importe, qui fait fi ou qui n'est pas empathique envers les autres, c'est voué à planter, là. Malgré l'évolution des mentalités, il reste beaucoup de travail de prévention et de sensibilisation à faire. Au fil des années, les gens acceptent de dévoiler à des collègues qu'ils vont consulter un psychologue, mais comme dans la population générale aussi, il y a encore des tabous. Bien, chez les policiers aussi, il y a encore des tabous, mais ça évolue quand même. Par contre, il faut savoir aussi que le métier de policier exige, dans le fond, des policiers qu'ils soient forts, invincibles. On s'attend d'eux qu'ils démontrent une image d'invincibilité. Donc, c'est d'avouer qu'on a des émotions face à un événement qui vient nous choquer. C'est contraire aux valeurs qui sont véhiculées par ce métier-là. Donc, c'est très difficile d'aller consulter un psychologue. C'est sûr que dans la police, c'est un peu le cliché qu'on se met tout dans notre tête, là. La police, autrefois, c'était des gros gars, il n'y a pas de filles, c'était des gars, ça parlait pas des événements négatifs, c'était tout le temps c'était un peu cliché, c'était un peu discriminatoire, la police. T'étais un faible, si t'as de la misère à dormir, peu importe, suite à un événement. C'est pour ça, moi, j'ai eu de la difficulté d'en parler. Mais à ma grande surprise, tout le monde, il n'y a pas une personne qui a été policier que j'aurais en ai parlé ou peu importe, qui a entendu parler de ça, qui a fait un commentaire soit négatif.
Moi, c'était ma crainte là, de qu'est-ce que le monde allait penser de moi. Ils vont-tu dire OK, Joe, c'est un faible, c'est quoi? C'est pas une vraie police, il n'est pas fait pour être là-dedans. C'était surtout ça ma crainte, puis finalement, au contraire, ça a été... tout le monde compatisait avec moi, puis m'écoutait, puis même que le monde était curieux de savoir comment j'étais, c'est quoi mes symptômes, puis tout. Fait que finalement, c'est comme un stress que je m'étais mis, puis que j'ai été agréablement surpris de voir que le monde compatisait avec moi. La notion de comment on conçoit le psychologue dans un milieu policier au SPVM a beaucoup changé. Et je vous dirais, ce qui nous a aidé beaucoup, c'est des policiers qui avaient vécu des choses difficiles dans leur carrière, qui disaient aux jeunes, « Hey, les jeunes, allez consulter, c'est important, parce que nous, on n'a pas eu ça dans notre vie, puis on aurait aimé ça avoir ça, profitez ça. » Alors, le petit côté macho, tranquillement, s'estompe. Ça va toujours demeurer quand même, là, mais ça s'estompe et c'est tant mieux parce que les gens ont besoin d'aide. Puis lorsqu'ils se referment sur eux, à ce moment-là, ça peut dégénérer, puis les gens vivent des problèmes plus importants. La mise en place de programmes d'aide aux employés a eu un impact considérable sur l'évolution des mentalités et le traitement des difficultés professionnelles et personnelles. Ces programmes sont d'ailleurs similaires d'un service d'urgence à un autre. Le programme d'aide, c'est primordial, essentiel. Que ce soit dans n'importe quel domaine, le service d'urgence, c'est essentiel. Même dans d'autres domaines aussi, là. Les gens vivent des difficultés, pas justement avec le post-trauma, mais d'autres choses aussi. C'est primordial. C'est un outil que les gens savent qu'on a, surtout dans notre milieu. Les différents corps policiers ont accès à ces services-là. Ils sont très efficaces. Il ne faut pas se gêner pour faire appel à ces gens-là. D'abord, les programmes de pères aidants ont permis aux employés de s'ouvrir plus facilement, de façon confidentielle à des collègues qui sont formés pour les soutenir. Les pères aidants sont des employés identifiés par leurs collègues et reconnus pour leur habileté de communication et de résolution de problèmes. Plusieurs organisations ont mis en place des programmes de pères aidants. Oui, parce que la personne, dans le fond, parle à quelqu'un qui connaît ce qu'elle a vécu, qui a peut-être elle-même passé par d'autres événements semblables. Donc, les gens se sentent souvent compris par des pairs davantage que parfois par leur conjoint qui n'exerce pas le métier ou par la famille qui ne connaît pas le métier. Les séances de ventilation dites de débriefing ont aussi été instaurées au cours des dernières années pour permettre à des équipes de décompresser après un événement majeur. Le programme d'aide, lorsqu'il y a un événement critique qui survient, rapidement après l'événement, il est organisé une démarche pour accompagner l'équipe en caserne avec un professionnel et un père aidant pompier qui vont en caserne offrir un service d'écoute pour ventiler, offrir les ressources nécessaires aux pompiers qui en ont besoin. C'est une intervention qui permet aux personnes qui ont été exposées à un événement traumatique, à l'événement critique, de ventiler, mais aussi c'est l'occasion de donner de l'information, donc de faire de l'enseignement sur les réactions habituelles que les gens vont vivre dans des situations comme celle-là, puis aussi les stratégies pour faire face, donc pour traverser les semaines qui viennent après l'événement. C'est d'ailleurs une séance semblable qui a permis à Jean-Marie Dufresne de passer au travers de l'événement qu'il venait de vivre sans développer de séquelles liées à un stress post-traumatique. Si un autre événement arrivait demain, puis j'ai pas fait ce débriefing-là, je suis pas sûr que je pourrais le gérer de la même manière. Parce que c'est vraiment... ça a été beaucoup d'émotions, beaucoup d'adrénaline, comme on en convient. Mais de ne pas le ventiler et de le garder en soi, bien, ça fait en sorte que le presto va sauter éventuellement. Alors que le debriefing permet de vraiment faire le vide, puis sans nécessairement recharger les batteries, mais ça permet de laisser la place aux batteries à se recharger. Le SPVM a aussi développé dans son programme Ensemble pour la vie un volet de formation qui a servi de modèle à plusieurs autres programmes d'aide aux employés instaurés dans les services d'urgence partout en Amérique du Nord. On a développé un volet qui s'appelle le volet formation, où est-ce que les superviseurs et les représentants syndicaux sont formés pour intervenir auprès de collègues qui passeraient une mauvaise période. Et l'idée de former à la fois les superviseurs et les représentants syndicaux fait en sorte que si la personne, le policier qui ne va pas bien,
se sent plus à l'aise de parler avec son superviseur, alors il va le rencontrer, son superviseur, et sinon, il rencontre son délégué syndical. Donc, on crée autour de la personne un filet de sécurité permettant de récupérer et d'inviter les gens à consulter, à prendre soin d'eux. La police de Montréal a fait un travail colossal depuis 20 ans pour prévenir le suicide au sein de ses employés, notamment en gérant l'accès aux moyens. Un programme qui s'appelle Ensemble pour la vie, qui est un programme qui a été importé dans d'autres organisations policières parce qu'il a connu des succès. Il a fait baisser pendant l'équivalent de 2 décennies le taux de suicide de façon importante chez les policiers. Finalement, le support immédiat des collègues ou des superviseurs est un élément apprécié des employés à la suite d'événements à haut risque. L'état-major de la Sûreté du Québec à l'époque sont venus à mon lit d'hôpital pour m'offrir un soutien. Ils m'ont offert un grand soutien à ma famille aussi. Tout le monde au poste s'était réuni au poste à l'époque pour dire qu'est-ce qu'on peut faire. On va lui bâtir une rampe. S'il y a besoin d'une rampe, il s'en venait au poste avec les outils. C'est là que j'ai vu que c'est une grande famille. Vraiment. Et le soutien est extraordinaire. Tant du côté pour ma famille, mes enfants étaient de bas âge. Il y avait un soutien pour eux. C'était quelque chose, c'était très touchant. Le support de ces gestionnaires, c'est démontré dans la recherche que ça a un impact, c'est-à-dire un impact positif, parce que ça a un effet en même temps de reconnaissance. Savoir que son employeur se préoccupe de son état ou apporte ou investit, c'est important d'avoir le support de ses collègues, de ses pairs proches, mais d'avoir celui de son employeur, ça a un impact positif aussi également. D'emblée, je pense que c'est important de donner le support immédiat au niveau des employés, juste pour qu'ils sachent que la corporation est là pour les aider à faire leur travail et à traverser cette période, cet événement-là qui est difficile. Moi, en fait, la seule chose que je connaissais sur le choc post-traumatique, c'était le mot choc post-traumatique. Je l'avais déjà entendu, mais je savais aucunement c'était quoi le choc post-traumatique avant de le vivre. Bien que les programmes d'aide aient été mis en place pour agir après coup, la prévention primaire est tout aussi importante pour prévenir et réduire les risques de stress post-traumatique. C'est important, en fait, de prendre soin de soi et donc de pouvoir décompresser, de pouvoir avoir une bonne hygiène de vie, des bonnes habitudes au niveau de l'alimentation, de l'exercice physique, du sommeil, des loisirs et aussi, un des facteurs qui est le plus important, c'est d'aller chercher du soutien social de ses proches, de ses amis, de ses collègues. Et donc, quand on maintient une bonne hygiène de vie, quand on maintient les activités sociales et les loisirs, bien, ça nous protège contre le stress post-traumatique. C'est sûr que les gens qui ont une bonne hygiène de vie, qui dorment très bien, qui ont un soutien familial très important, qui ont des collègues de travail, qui ont des hobbies à l'extérieur du travail, qui ne sont pas toujours concentrés dans le type d'intervention d'urgence, qui font de l'activité physique, donc qui ont une bonne source de motivation pour essayer d'enrayer le stress, sont peut-être moins portés à avoir des chocs post-traumatiques, mais ils ne sont pas à l'abri quand même. C'est l'attitude et l'approche du paramédic primordialement qui va faire la différence. Si le paramédic est déjà une attitude, je dirais, hautaine ou arrogante, peu importe, qui fait fi ou qui n'est pas empathique envers les autres, c'est voué à planter là, un peu. Versus l'autre paramédic qui prend en considération, oui, sa propre sécurité, mais la sécurité de son partenaire, son patient et du reste du public, bien là, quelque part, il y a de quoi faire. Sa formation va rentrer en ligne de compte, puis c'est sûr qu'il va faire une différence. Une mise en contexte et certains conseils de prévention devraient aussi être faits auprès des étudiants qui souhaitent exercer un métier évoluant dans les services d'urgence afin de leur permettre de reconnaître les symptômes d'un stress post-traumatique et de connaître les ressources mises à leur disposition en cas d'événement majeur. À ce jour, plusieurs employés de services d'urgence nous ont confié n'avoir reçu aucune formation ou activité de sensibilisation liée au stress post-traumatique, autant à l'école que dans leurs services respectifs.
Moi, en fait, la seule chose que je connaissais sur le choc post-traumatique, c'était le mot choc post-traumatique. Je l'avais déjà entendu, mais je savais aucunement c'était quoi un choc post-traumatique avant de le vivre. Puis non, à l'école, on n'apprend pas rien là-dessus. On n'a pas de... En tout cas, à ma mémoire, là, je ne me souviens pas d'avoir parlé de ça. À Nicolette non plus, puis au service là, non plus, j'ai pas... À ma mémoire, là, je me rappelle pas d'avoir entendu parler de ça. La sensibilisation et la prévention faite auprès des employés est aussi quelque chose de primordial. Prévenir le stress post-traumatique, briser les tabous, éviter les problèmes de dépendance et diminuer le taux de suicide, c'est le pari qu'ont pris plusieurs organismes et les différents services d'urgence. Le plus il y aura d'informations, le plus il y aura d'intervenants qui se sensibiliseront, qui iront se faire former pour dire que ça existe, que oui, ça peut arriver et que oui, on peut traiter et le plus rapidement on le fait, mieux c'est. Mais je pense que c'est l'ensemble de la collectivité qui va en bénéficier, en commençant par l'individu, ça va de soi. Je ne pense pas que la solution appartient juste aux proches. Je pense que la solution appartient à des systèmes, à une organisation de police, à un chef de police, à des collègues, à un voisinage, à une société, à un Québec qui décide que plus jamais il va perdre ses fils et ses filles par suicide, à un Québec qui décide de se construire et de dire, nous, on veut une société sans suicide. Quand je suis revenu sur la route, ça m'a permis à m'identifier un peu plus avec des gens, des accidentés de la route, des gens qui subissent des événements tragiques. Ça m'a permis d'être un peu plus efficace, beaucoup plus d'empathie. Ça a permis des meilleures interventions de ma carrière, parce que je comprenais un peu plus ce que les gens vivaient.